Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer notre préparation pour le baccalauréat. Donc, au programme de la vidéo d'aujourd'hui, ce sera un exercice de chimie. Ce sera l'exercice 1 qui est tombé en Polynésie en 2022. Et donc, c'était l'exercice 1 du sujet numéro 2. Donc, cet exercice s'intéresse au sel d'oseille, qui est en fait ce qu'on appelle aussi l'acide éthanedioïque ou l'acide oxalique. Et l'objectif de l'exercice sera d'émettre des hypothèses sur les propriétés acido-basiques de cette molécule et de les confronter avec les observations expérimentales. Donc dans la première partie, on va supposer que l'acide oxalique est un diacide fort. Donc on nous donne quelques informations sur l'électronégativité des atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène, et puis aussi la structure de l'acide oxalique. Donc dans un premier temps, on nous demande de donner la définition d'une espèce acide selon Bronsted. Un acide de Bronsted, c'est une molécule qui va être capable de céder des protons ou des ions H+. Alors on dit proton pour H+, parce que dans l'atome d'hydrogène, il y a un proton, un électron, donc si on enlève un électron pour donner H+, il reste simplement un proton. Et puis ensuite, il faut justifier le terme de diacide pour l'acide oxalique. Donc pour ça, il faut regarder à quoi ressemble la molécule. Donc il y a deux fonctions acide carboxylique côte à côte. Et donc dans cette molécule, en fait, il va y avoir deux ions H+ qui vont être cédés, puisqu'il y aura cet hydrogène-là, la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène qui va pouvoir être rompue, et pareil de ce côté-là. Donc en fait, cette molécule va pouvoir libérer deux ions H+, donc c'est pour ça qu'on parle de diacide. Ensuite, pour la question suivante, il faut représenter la formule de Lewis de cet acide. Donc, pour représenter la formule de Lewis d'une molécule, en fait, il faut faire apparaître les doublés non liants de cette molécule. Et donc ici, bon, si on le fait en mode formule topologique, on va avoir donc la double liaison CO, la liaison OH, et puis la même chose de l'autre côté. Et puis dans cette molécule, les seuls atomes qui vont avoir des doublés non liants, ce sont les atomes d'oxygène, et ils vont en avoir deux chacun. Et donc c'est la formule de Lewis de l'acide oxalique. Et il faut représenter aussi la même chose pour l'une de ces bases conjuguées. Donc ici, par exemple, on va pouvoir rompre cette liaison OH. Et en fait, quand on va libérer un H+, c'est l'oxygène qui va récupérer les deux électrons qui formaient cette liaison. Donc en fait, il va récupérer la liaison sous forme d'un doublé non liant. Donc bon, pour les autres oxygènes, il va rien y avoir de nouveau, donc toujours deux doublés non liants. Mais pour celui-ci, il va y avoir un doublé non liant en plus, qui viendra de cette liaison covalente qui aura été rompue, et une charge négative. Et pour justifier le caractère acide des atomes d'hydrogène, eh bien, on va pouvoir utiliser les informations fournies sur l'électronégativité des atomes. Ici, en fait, la liaison OH, c'est une liaison qu'on caractérise comme liaison polarisée. Parce qu'ici, l'électronégativité de l'atome d'oxygène, donc d'après l'énoncé, c'est 3,44, et l'électronégativité de l'atome d'hydrogène, c'est 2,20. Donc là, on a une différence d'électronégativité de 1,24, ce qui fait en fait que les deux électrons qui forment la liaison covalente vont avoir tendance à être un peu plus attirés par l'atome d'oxygène que par l'atome d'hydrogène. Donc ici, on va avoir une charge partielle négative à cause des électrons qui ne seront pas dans une position symétrique par rapport aux deux atomes, et une charge partielle positive sur l'atome d'hydrogène. Donc cette liaison, elle est polarisée, et donc elle se rompt plus facilement qu'une liaison qui n'est pas polarisée. Ce qui permet de justifier que ici, ces deux atomes d'hydrogène vont être acides. Ensuite, il faut donner les deux couples acide-base, donc qui dérivent de l'acide oxalique. Donc là, pour l'acide oxalique, on a 2 carbones, 4 oxygènes et 2 hydrogènes. Donc le premier couple, ça sera C2O4H2, C2O4H-. Et le deuxième couple, ça sera, donc on reprend ça, et en fait, on va libérer le deuxième hydrogène qui est acide.
Donc C2O4H-, C2O4, 2-. Et donc, l'espèce qui intervient dans les deux couples, c'est ce qu'on appelle une espèce amphotère, c'est-à-dire qu'elle a des propriétés à la fois acides et basiques. En fonction des contextes, soit elle pourra réagir en tant que base, soit en tant qu'acide. Ensuite, on nous dit qu'on prépare une solution d'acide oxalique qui a une concentration en acide de 5,0010-2 mol par litre, et le pH de cette solution, c'est 1,47. Donc dans un premier temps, on fait l'hypothèse que l'acide oxalique est un diacide fort, c'est-à-dire qu'il va réagir entièrement avec l'eau. Et on nous demande pour la question 1.4 d'écrire la relation qui décrit ses propriétés de diacide, justement. Donc là, c'est l'acide qui est noté AH2, qui va réagir avec 2 molécules d'eau pour pouvoir libérer les 2 ions H+, et donc ça va donner A2- plus 2H3O+. Et donc ça, ici, on met une flèche simplement vers la droite, parce que là, on suppose que c'est un diacide fort, donc cette réaction, par hypothèse, elle serait totale. Et il faut en déduire que dans le cas de l'hypothèse précédente, donc la valeur de la concentration en quantité de matière en ion oxonium est égale à 0,1 mol par litre. Et donc, on nous suggère de faire un tableau d'avancement, donc c'est ce qu'on va faire. Donc au début, à l'état initial, on va avoir donc l'eau qui sera toujours en excès, vu que c'est le solvant, donc elle sera en excès à chaque instant, donc même à l'état final aussi. Et à l'état initial, on nous dit qu'on a une concentration de 5,0010-2 mol par litre. Et au début, on a au niveau des produits, aucun produit qui est formé à l'état initial. Et à l'état final, si on suppose que l'acide est un diacide fort, là, il va être entièrement consommé. Donc à la fin, sa concentration sera égale à 0 mol par litre. Et ici, comme on a un coefficient stoichiométrique 1 pour 1 entre le diacide et la dibase, eh bien là, on va avoir 5,0010-2 mol par litre. Et là, attention, on a un coefficient 2 pour les ions H3O+, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on consomme une molécule d'acide oxalique, on va former 2 ions H3O+. Donc à la fin, on aura 1,0010-1 mol par litre. Et donc, on retombe bien sur ce qui était annoncé dans l'énoncé. Et on nous dit, à partir du résultat précédent, donc pour la question 1.6, il faut calculer la valeur du pH théorique. Donc, le pH, ça se calcule comme moins log de la concentration en ion H3O+. Donc là, ça va être égal à moins log de 1,10-1, donc ça va faire 1. Et il faut en conclure sur la véracité de l'hypothèse qui avait été faite au début, donc le fait que l'acide oxalique serait un diacide fort. Eh bien ici, théoriquement, sous cette hypothèse, on obtiendrait un pH qui serait égal à 1, sauf que dans l'énoncé, on nous dit que expérimentalement, la valeur du pH est égale à 1,47. Donc là, ici, on en conclut que l'hypothèse initiale est fausse, parce que la théorie n'est pas en accord avec ce qui se passe réellement. Et ce qui termine cette première partie. Donc dans la deuxième partie, cette fois-ci, on va supposer que l'acide oxalique se comporte comme un monoacide faible. Donc on nous donne à nouveau des informations et il faut écrire l'équation de la réaction qui modélise la transformation chimique de l'espèce AH- avec l'eau. Donc là, on s'intéresse à la deuxième acidité de l'acide oxalique. Donc ici, on aurait donc le monoacide AH- qui réagirait avec de l'eau pour donner A2- plus H3O+. Donc ça, c'est simplement ce qu'il faut écrire pour la question 2.1. Et il faut déterminer la valeur du pK, de la deuxième acidité de l'acide oxalique, donc en se basant sur la figure qui est donnée juste en dessous. Donc une propriété qu'on va utiliser, c'est que pour un couple donné, qui est dans l'eau, quand on a autant de l'acide que de la base, le pH vaut le pKa. Enfin, est égal au pKa du couple. Et d'ailleurs, c'est le cas pour la première acidité. Là, ici, si on regarde les deux premières courbes, donc celle relative à AH2 et AH-, eh bien, quand les deux sont à 50%, donc au niveau de leur point d'intersection,
on a un pH qui est à peu près égal à 1,2 et c'est justement la valeur du pKa de la première acidité. Donc on peut faire la même chose pour la deuxième acidité. Si on se place à l'endroit où on a autant de AH- que de A2-, eh bien on arrive à un pH qui est à peu près égal à 4,3. Donc on en déduit que le pKa du deuxième couple, eh bien c'est égal à 4,3. Donc là ici, pour l'histoire de quand on a autant de l'un que de l'autre, le pH vaut le pKa, ça se base sur la formule pH est égal à pKa plus log de base sur acide. Si on a autant de base que d'acide, eh bien on récupère log de 1 qui vaut 0, il reste simplement pH égale pKa. Ensuite, on nous dit à l'aide de la figure 1 et de la valeur du pH réel de la solution, il faut donner le pourcentage approximatif de chaque espèce présente dans la solution initiale. Donc on nous dit que la valeur expérimentale donc du pH de la solution c'est 1,47. On le rappelle dans cette partie. Et si on se place à un pH de 1,47, eh bien on tombe à peu près sur 40% de diacide et 60% d'espèces amphotères, donc 40% de AH2, à peu près 60% de AH- et 0% de A2-. Donc c'est des valeurs approximatives, mais là on s'attend pas à avoir une très grande précision vu comment la question est posée. Et donc on nous dit qu'on peut effectivement émettre l'hypothèse selon laquelle l'acide oxalique se comporte comme un monoacide. Et donc oui, il se comporte comme un monoacide, puisque là ici, l'espèce A2- n'est quasiment pas présente, en tout cas elle n'est pas détectable sur les courbes qu'on nous propose. Donc en fait, le seul couple qui intervient réellement, c'est le premier couple, donc en tenant compte seulement d'une acidité de l'acide oxalique. Ensuite, donc en faisant l'hypothèse d'un monoacide, on va essayer de retrouver la valeur théorique du pH de la solution. Donc à partir de l'équation de la réaction qui est donnée dans l'énoncé, il faut exprimer la constante d'acidité Ka1. Donc cette relation, si on la réécrit pour l'avoir sous les yeux, donc c'est AH2 plus H2O qui va donner AH- plus H3 au plus. Et donc là, on peut utiliser la loi d'action de masse pour trouver que Ka1, donc ça va être le produit des concentrations des produits à la puissance 1, vu que là on a des coefficients stoichiométriques égaux à 1, divisé par donc la concentration de AH2. Et tout ça, c'est des concentrations à l'équilibre. Et il n'y a pas la concentration en H2O, puisque l'eau c'est le solvant ici, donc elle est en excès. Enfin, le solvant n'apparaît jamais dans ces relations-là. Pour la question 2.5, il faut justifier que la concentration en ion oxonium, notée H, vérifie une certaine équation du second degré. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un tableau d'avancement. Et donc ici, on part d'une concentration C0. Donc là, c'est le solvant, c'est en excès. Et ici, donc à l'état initial, on a 0, 0. À l'état final, ici, là, si on note x l'avancement, donc on aura C0 moins x, x, et toujours en excès ici. Mais là, ici, en fait, l'avancement, ça va correspondre à la concentration en UH3O+. Donc en fait, au lieu de noter x, on peut noter petit h, vu que dans l'énoncé, justement, c'est petit h qui est utilisé comme notation. Et maintenant, bon, bah, si on remplace les concentrations dans l'expression du Ka1, donc AH- c'est H, enfin H au carré, on aura au numérateur, divisé par C0 moins H. Et ensuite, quand on isole, enfin pardon, pas quand on isole, mais quand on réécrit tout ça, donc là on envoie le dénominateur de l'autre côté, on regroupe tout d'un même côté, on va récupérer donc H carré plus Ka1 fois H moins C0 Ka1 égale 0. Et c'est exactement l'équation à laquelle on doit aboutir dans l'énoncé. Ensuite, pour résoudre cette équation, justement, il y a un code Python qui est proposé et il faut compléter une ligne manquante. Donc là, si on regarde un peu le code, très rapidement, on va avoir donc l'importation du module math pour faire les calculs, on va avoir des entrées, donc l'entrée, enfin on va demander à l'utilisateur d'entrer le pKa1,
la concentration initiale. Et puis après ici, donc le reste du code va juste être une programmation de la méthode pour trouver les racines d'un polynôme du second degré, donc avec le discriminant b carré moins 4ac, et puis les formules que vous connaissez normalement depuis la seconde. Et donc, il faut compléter la ligne numéro 4, qui commence par KA1 égale, et il faut noter ce qui manque. Donc là, on doit d'abord, enfin 2 lignes au-dessus, rentrer à la main, enfin c'est l'utilisateur qui rentre à la main, la valeur du PKA1. Donc, il faut savoir quel est le lien entre le PKA et le KA. Donc on a en fait PKA qui est égal à moins log de KA, et si on écrit dans l'autre sens, ça veut dire que KA c'est égal à 10 puissance moins PKA. Donc là ici, le KA1 va valoir 10 moins PKA1, et ça, pour l'écrire en langage Python, ça va donner KA1 est égal à 10, la puissance se note avec 2 astérisques, 10 puissance moins PKA1. Et ensuite, donc, quand on exécute le code, on récupère que donc la concentration en ion oxonium, donc c'est 3,2910-2 mol par litre, ce qui donne un pH de 1,48. Et pour la dernière question, on nous dit en utilisant ce résultat, justifier le fait que l'acide se comporte bien comme un monoacide faible. Donc là, le pH théorique, c'est 1,48. Le pH expérimental, c'est 1,47, donc on est quasiment à la même valeur, ce qui permet d'affirmer que l'hypothèse est correcte. Donc l'acide oxalique se comporte comme un monoacide faible. Et donc pour la dernière partie de cet exercice, on nous dit qu'on peut acheter l'acide oxalique sous 2 formes, soit une forme pure, soit une forme qui est dihydratée. Et donc dans un laboratoire, on trouve un flacon qui précise la mention acide oxalique, mais sans dire si c'est de l'acide oxalique pur ou sous forme dihydratée. Et donc l'objectif de cette partie, ça va être de faire un titrage pour justement pouvoir trancher sur le type d'acide oxalique qui se trouve dans ce flacon. Donc, on fabrique une solution d'acide oxalique en prenant 0,27 g d'acide avec une certaine incertitude et qu'on met dans un volume de 100 ml. Donc, dans un premier temps, on nous demande de calculer la concentration en masse donc de la solution fabriquée et puis de déterminer son incertitude type. Donc ici, la concentration en masse, ça va simplement être égal à la masse divisée par le volume. Donc là, ici, on a une masse de 0,27 g divisé par un volume de 100 ml, donc 110-3, et donc ça va donner une concentration de 2,7 g par litre. Et pour calculer l'incertitude, eh bien, on nous donne les formules dans l'énoncé. Donc on va avoir l'incertitude de Cm, qui sera égale donc à Cm fois racine de l'incertitude sur la masse divisé par la masse au carré, plus la même chose, mais cette fois-ci pour le volume. Et quand on fait l'application numérique, on trouve normalement une incertitude type de 0,1 g par litre. Donc finalement, la concentration en masse, c'est 2,7 plus ou moins 0,1 g par litre. Ensuite, on nous donne l'équation de support de titrage et il faut justifier le coefficient qui se trouve devant l'ion hydroxyde. Donc là, ici, il faut invoquer la conservation des atomes et des charges, puisque là, ici, on a 2 atomes de carbone de chaque côté, on a 4 atomes d'hydrogène de chaque côté, et on a 4 atomes d'oxygène de chaque côté, et 2 charges négatives à gauche et à droite. Donc là, les 2 principes de conservation, donc des atomes et des charges, est bien respecté. Et si on avait un autre coefficient, ce serait pas le cas. Une autre façon de justifier, c'est que comme il y a 2 hydrogènes acides dans la structure de l'acide oxalique, il va réagir avec 2 molécules qui ont des propriétés basiques. Et ici, ce seront les ions hydroxydes. Ensuite, il faut donner une caractéristique indispensable pour qu'une réaction puisse servir de réaction de support de titrage. Donc, il y a 3 propriétés que les réactions de support de titrage doivent vérifier. Il faut qu'elles soient totales,
instantanée ou très rapide et qu'elle soit univoque, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'autres réactions en compétition au moment où on fait le titrage. Et donc, il faut donner la relation entre les quantités de matière, entre les espèces titrées et titrantes à l'équivalence. Donc, à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation bilan du dosage. Donc là, ici, on va avoir, donc c'est la question 3-4. Donc, la quantité de matière en acide oxalique, donc divisé par 1 son coefficient stoichiométrique, qui doit être égal donc à la quantité de matière des ions hydroxyde divisé par 2 le coefficient stoichiométrique. Ensuite, l'agent de laboratoire, donc qui cherche à déterminer si on a de l'acide oxalique pur ou dihydraté, prélève un volume égal à 20 ml de la solution donc, dont on a parlé dans la question 1, et il la titre à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium, dont on connaît la concentration. On a la courbe de titrage, et puis ensuite, donc on nous donne des informations sur des indicateurs colorés, et pour la question 3-5, il faut choisir parmi ces indicateurs colorés lequel serait le plus convenable. Donc on a différents indicateurs colorés avec des zones de virage différentes, et là ici en fait il y a deux indicateurs colorés qui vont pouvoir être utilisables. Là, ici, il y a deux méthodes pour déterminer le pH à l'équivalence. Parce que pour déterminer l'indicateur coloré adapté, en fait, il faut que le pH à l'équivalence soit dans la zone de virage du colorant. Et là, il y a deux méthodes pour déterminer le pH à l'équivalence. Soit on utilise la dérivée qui est donnée. Donc là, on regarde où est-ce que la dérivée du pH par rapport au volume est maximale. Et on regarde le pH correspondant. Et on tombe là, ici, à un pH entre 9 et 10. Si on fait ça. Et donc dans ce cas-là, ça serait la phénylphthaléine qui serait adaptée, puisque sa zone de virage elle est entre 8,2 et 10. Mais on peut aussi déterminer le pH à l'équivalence par la méthode des tangentes. Et donc quand on fait ça, donc on trouve un pH qui est plutôt autour de 8. Et dans ce cas-là, ça serait plutôt le rouge de chrysol qui serait plus adapté. Donc dans le cas du rouge de chrysol, on va observer un changement de couleur du jaune vers le rouge. Et dans le cas de la phénylphthaléine, on va d'abord avoir une solution transparente. Et après l'équivalence, on va avoir une solution rose. Et pour la dernière question, il faut déterminer donc la concentration en quantité de matière en acide oxalique, puis justifier si le solide initial est dihydraté ou non. Donc pour ça, on va utiliser la relation à l'équivalence. Bon, je n'ai pas vraiment besoin d'effacer, je pense que j'ai assez de place. Donc ici, pour la question 3-6, donc on peut réécrire cette équation avec des histoires de concentration. Donc on va avoir la concentration en acide oxalique, donc C2H2O4, fois le volume, qui sera égal donc à la concentration en HO-, fois le volume à l'équivalence, divisé par 2. Et donc quand on isole ce qui nous intéresse, donc la concentration en acide oxalique, eh bien on va avoir la concentration en ion hydroxyle fois le volume à l'équivalence divisé par 2V. Donc là, le volume à l'équivalence, il fait à peu près 8,6 millilitres quand on le lit sur le graphe. Et puis quand on fait l'application numérique, donc là on a tout ce qu'il nous faut, hein, la concentration en H-, c'est 0,10 mol par litre, et le volume c'est 20,0 millilitres. Donc quand on fait cette application numérique, on trouve une concentration de 2,2 10 moins 2 mol par litre. Ça c'est pour la première partie de la question. Et maintenant il faut savoir si donc on a l'acide oxalique sous forme pure ou sous forme dihydratée. Donc pour ça on peut regarder le tableau qui parle des deux types d'acide oxalique. Et donc la différence entre les deux, c'est, sur laquelle on va pouvoir se baser, la seule différence quantitative, c'est sur la masse molaire. Donc ici, on va pouvoir en fait calculer la concentration massique qu'on aurait dans un cas et dans l'autre,
et voir ensuite avec lequel des deux on tombe sur 2,7 grammes par litre pour la concentration massique. Donc dans le cas de l'acide oxalique pur, donc avec une masse molaire de 90 grammes par mol, on tomberait sur une concentration massique, si on fait le calcul, de 1,9 grammes par litre. Donc là, ici, un Cm, ça va être simplement CC2H2O4 fois la masse molaire. Donc, masse molaire de l'acide pur ou de l'acide dihydраté en fonction des cas. Et si on est dans le cadre donc de l'acide qui est dihydраté, on va obtenir une concentration massique de 2,7 grammes par litre. Donc on peut en déduire que l'acide qui est présent dans le flacon qui a été trouvé, c'est de l'acide sous forme dihydratée. Et c'était la dernière question de cet énoncé, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une façon ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre un j'aime à la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.